études parce qu'en fait après c'est terminé quoi. Si tu bosses pas maintenant, en plus avec le dossier c'est de mettre la pression avec à l'époque c'était APB, donc tu devais avoir une première terminale, tout soit impeccable. Donc d'un point de vue émotionnel c'est hyper important, c'est un vrai soutien. Je dénigre pas ces filières-là, mais je dis juste qu'il y a des passerelles qui existent. Bref, la seule caméra qu'on a utilisée, le plan est fou, qui était passager, mais qui me manquerait en mode je veux réussir avec les réseaux sociaux, machin truc. Je me suis dit, ok, t'as pas d'autre solution que de bosser. Salut à toutes et à tous, je suis Nathan Frécon et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Itinéraire. Itinéraire, c'est le podcast qui donne la parole à la vie. Si tu ne connais pas encore Itinéraire, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller écouter le tout premier épisode du podcast. C'est un épisode d'introduction où j'explique la démarche, j'explique ce que je compte faire avec Itinéraire et où je me présente moi-même. Donc ça te permettra de un peu mieux comprendre l'histoire dans sa globalité. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode du format Discuss Iti, qui est un des 3 formats d'Itinéraire. Cette semaine, sur Discuss Itinéraire, on a échangé avec Antonin Marin, qui est un des 4 cofondateurs du média Le Crayon. Avec Antonin, on est revenu sur son parcours de vie, sur sa construction individuelle. On a parlé de ses études supérieures en mathématiques, puis du lancement du média Le Crayon, avec quelques propos sur les enjeux entrepreneuriaux, les enjeux médiatiques de son activité. Bref, on a parlé de 1 million de petites choses desquelles on peut s'inspirer. À la suite de ton écoute, ce que je t'invite à faire, si l'épisode t'a plu, si tu as trouvé du sens, c'est justement de venir partager en commentaire, soit sur les plateformes de diffusion, soit sur les réseaux sociaux, ce que l'échange t'a inspiré. Ce que je cherche à faire avec Itinéraire, c'est de créer du propos d'inspiration, du propos de réflexion, des propos desquels on peut s'inspirer, réfléchir sur nos vies, comprendre nous ce qui nous anime, nous ce qu'on cherche à faire. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de venir partager en commentaire ce que toi ça t'a inspiré, ce que toi ça t'a évoqué, et puis comme ça de créer un espace de discussion, un espace d'échange où on peut voir ce que l'épisode a procuré chez les autres également. À la suite de ton écoute, aussi ce que je t'invite à faire, ce que je te mets au défi de faire, c'est de partager l'épisode à au moins 5 personnes s'il a fait sens pour toi. À au moins 5 personnes pour lui donner de la visibilité et puis surtout pour amener le propos qui a fait sens pour toi à d'autres personnes si tu juges qu'il pourra faire sens pour ces autres personnes. Sur ce, bonne écoute. Bon, on est parti. Ouais. Je vais commencer par te remercier. Écoute, tu me reçois aujourd'hui au Crayon à Paris, ça me fait très plaisir. Merci à toi d'être déplacé. On va rentrer dans le bain directement. Je vais te poser la question, ça t'évoque quoi le mot itinéraire? Itinéraire, c'est le nom du podcast. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand t'entends itinéraire? Itinéraire, je pense à un chemin. Je pense à un chemin qui est pas forcément tracé, qu'on doit se tracer. En fait, moi j'ai cette image très souvent je raisonne beaucoup par métaphore, par image. Soit on est dans un bateau, soit on est dans la forêt, machin. Voilà, itinéraire, moi j'imagine dans la forêt. Et il faut débroussailler le chemin. Alors parfois il y a des belles clairières à perte de vue, on peut y aller facilement. Parfois il y a des chemins un peu plus broussailleux, il faut couper un peu pour se faire un chemin. Mais c'est un peu comme ça que je le vois. Et à la fin, si on dézoome, tu as ton itinéraire qui est dessiné. Et en fait, peut-être, si tu dézoomais dès le départ, tu te serais dit « Ah bah j'aurais dû prendre ce chemin-là », mais comme tu n'as que la vision en face de toi, tu ne pourras pas. Et du coup, tu as tracé à la fin l'itinéraire. Wow. Écoute, c'est vraiment ouf parce que l'épisode qui sort jeudi avec mon amie Clara, on parle de la représentation de la forêt dans l'idée d'itinéraire pendant, je pense, un quart d'heure. Mais je pense que je me demande s'il n'y a pas un inconscient collectif là-dessus, hein, parce que c'est quelque chose qui est très prégnant chez beaucoup de gens aussi, l'idée de cette forêt. Et d'ailleurs, je conseille la lecture de Joseph Conrad qui a écrit Au cœur des ténèbres. Ça m'a beaucoup aidé quand j'étais en dépression, notamment. Et il fait toute une allusion dans la forêt du Congo où il s'enfonce dans la forêt du Congo, un peu comme Apocalypse Now, je ne sais pas si tu l'as vu. Apocalypse Now, il s'enfonce dans la forêt vietnamienne. Et c'est une adaptation de Joseph Conrad qui, lui, avec son personnage, s'enfonce dans la forêt du Congo. Et c'est une métaphore du coup très prégnante de jusqu'où on va et où est-ce que nous mène notre chemin dans la forêt. Parce que parfois il y a du brouillard, parfois il y a des feuilles qui nous empêchent de voir, parfois c'est hyper clair, on voit très bien. Bref, il y a tout ça il y a la rivière qui va vite ou qui va pas vite, enfin tout plein de trucs qui évoquent, je trouve, l'imaginaire, qui sont dans notre imaginaire. C'est intéressant parce que ça a vraiment les mêmes gestes. Dès le début, tu avais juste
moi je trouve que c'est les gestes de la machette. Ouais. Dans l'épisode de Jeudi, on parle de la machette justement de. Je suis jamais allé en forêt, j'ai jamais utilisé ma machette pour pourtant, mais, Bah, peut-être tes ancêtres l'ont fait parce que tu as le geste dans la main. j'ai déjà ça, ouais. J'ai envie de te demander, qui es-tu d'une manière succincte, toutefois de n'importe quelle manière, vraiment libre à toi de te présenter comme tu veux, et le focus de qui es-tu en fait aujourd'hui, sur l'instant présent. Qui je suis je vais faire. Il y a Lévinas qui écrivait un texte, il disait on est ce qui est écrit sur notre carte d'identité. Alors je pourrais sortir ma carte d'identité et te dire qui je suis, exactement. Il disait fondamentalement il n'y a pas d'autre chose, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, pour pas mal le citer, qu'il n'y a pas d'autre chose fondamentale que ce qui est écrit sur notre carte d'identité. On peut réfléchir, mais notre identité c'est celle-ci. Mais en soi, ce que je suis, c'est un jeune homme, parce que je suis encore jeune, c'est ça, un jeune homme de 26 ans qui vit à Paris, qui a toujours grandi à Paris, qui a commencé par des études de mathématiques et qui désormais travaille dans les médias, qui a fondé son propre média qui s'appelle Le Crayon. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et voilà, qui apprécie chacune de ses journées et qui est heureux d'avoir pris justement dans ses choix d'itinéraire. Ma voie tracée, c'était une voie scientifique plutôt vers les mathématiques ou physique théorique, et je me suis dirigé vers les médias, et c'est quelque chose qui me travaillait. Enfin, si on raisonne en itinéraire, encore une fois, tu sais que tu as un point de départ et tu as un objectif à la fin. Cet objectif, même s'il est flou, on l'a tous plus ou moins en tête, en vrai. Et je savais que de toute manière, même si je faisais des sciences, c'était qu'un détour pour me mener vers ce vers quoi je venais. Et j'ai l'impression là aujourd'hui avec ce que je fais d'être beaucoup plus aligné avec l'objectif final que je vois. Et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est pas le bon objectif et que je me redétournerai, mais en tout cas je me sens beaucoup plus aligné. Ok. Voilà, je fais cette très, tout est très Ouais, clair. j'ai vu quelques coups de machette entre temps. On va avoir l'occasion justement de parler de ça, autant du passage en mathématiques que du média aujourd'hui. Tu m'as dit juste à l'instant, enfin tout à l'heure, tu as 26 ans aujourd'hui. Moi j'ai envie de te donner l'occasion de parler à Antonin quand il a 18 ans. Ou même éventuellement, je sais pas, 15, 16, 17, 18, mais cet âge-là où en général on est au lycée et on aborde le baccalauréat. J'ai envie de dire, on commence à grandir, on commence à avoir de l'importance parce que justement on passe le bac. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire, que ça soit un conseil ou quoi que ce soit, quelque chose pour Antonin qui a 18 ans? Déjà lui dire t'inquiète pas, ça va aller. Alors fais une petite tape dans le dos en mode t'inquiète, t'as bien bossé, ça va. Et peut-être que le mec du futur me ferait la même chose, hein, mais bon, on en parlera après du mec du futur. Mais je dirais t'inquiète pas, ça va aller. Parce que le Antonin, quand il avait 18 ans, il était même 15, 16, 17, 18 ans, il était très inquiet. Quant à son futur, je pense que d'ailleurs tout le monde, quand il est au lycée, se dit merde, qu'est-ce que je vais devenir. Et j'étais d'autant plus inquiet que moi j'étais en mode il faut que je m'en sorte, notamment financièrement, parce que c'était pas forcément évident. Okay. Et j'étais en mode ok, pour que je m'en sorte, il n'y a pas 30 000 solutions, je vais faire des études. Et je vais réussir. Ok, c'était le schéma études. Et je vais réussir mes études. Et parce qu'en fait, j'avais un peu ce rêve quand j'étais plus jeune de me dire je vais faire une chaîne YouTube, puis après je vais percer, puis après je vais être une resta, puis après tout le monde va se dire waouh, c'est trop bien. En fait, très vite, j'ai shut down ma chaîne YouTube parce que j'assumais pas quand les gens se foutaient de ma gueule, etc. Donc j'étais pas assez encore prêt, tu vois, de montrer mon image. C'était à quel âge ça? J'étais au collège au début. Donc 12-15 ans quoi. Ouais, exactement. Okay. Exactement. Et je faisais des covers de musique, je chantais, tout, bref. Okay. Et du coup, j'ai pas assumé. J'ai assumé au début, puis après, il y a eu trop, donc j'ai arrêté. Pas forcément. En plus, c'est débile parce que les trucs n'étaient pas de mauvaise qualité, hein, c'est pas ça, c'est plus truc débile de quand t'es gosse. Enfin, d'ailleurs, tous les gens que t'écoutes, des youtubeurs qui sont lancés quand c'était au collège, ils racontent que forcément tout le monde se foutait de leur gueule, etc. Ouais. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez évident. Ouais, il y a une exposition. Ouais, exactement. Et puis voilà, c'est trop bizarre, pourquoi tu fais ça? Je pense qu'aujourd'hui, peut-être c'est plus accepté. Et encore, quoique, je suis pas sûr que faire des TikTok quand on est au collège aujourd'hui et se lancer un peu sur TikTok, en tout cas en mode sérieux, ce soit pris avec autant de légèreté que ça aurait pu l'être avant. Avant, c'était beaucoup plus, on se foutait de la gueule de celui qui faisait ça, quoi. Parce que c'était nouveau aussi, c'était bizarre. Tu vois, je suis pas sûr non plus que ça soit perçu.
peut-être que l'âge du collège, c'est un peu jeune pour parler d'entrepreneuriat et vraiment d'activité. Mais même ensuite, je pense qu'à l'âge du lycée, je suis pas sûr que ce soit encore communément perçu comme une activité réelle. Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, de plus en plus, je pense quand même. Mais oui, il y a toujours ce truc de. C'était bizarre. Tu vois, il y a un truc un peu, t'es un peu cringe de faire ça. Genre, arrête de faire ça, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça. Et passer ce rêve-là, qui était. Enfin voilà, qui était passager, mais qui était même ancré en moi de je veux réussir avec les réseaux sociaux, le machin, le truc. Je me suis dit, ok, t'as pas d'autre solution que de bosser tes études parce qu'en fait après c'est terminé quoi. Si tu bosses pas maintenant, bah, en plus avec le dossier c'est mettre la pression avec à l'époque c'était APB, donc tu devais avoir une première terminale tout soit impeccable pour que bah, tu sois pris pour Ouais, d'autres puis on trucs. vivait dans une. Enfin, je pense que les gens vivent toujours dans cette même pression, Ouais. mais justement, tous les bulletins, dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est Ouais, inquiétant. là je le vis avec mon petit frère qui est en terminale là, actuellement et c'est la même chose et Ok. ça n'a pas trop changé tu vois, donc tu as cette pression là. Donc du coup, je me suis dit ok, à partir de la première j'ai charbonné comme j'ai jamais charbonné et du coup j'ai réussi à être un des meilleurs élèves de mon lycée grâce à ça en bossant à fond. Ouais. Et je me suis naturellement dirigé vers des études scientifiques. Alors, parce que j'aurais pu être bon, j'étais bon aussi en lettres, en soi, entre guillemets lettres, et en sciences. Et je me suis dit, bon, quand j'ai commencé à bosser, les résultats étaient plus évidents en maths qu'en français ou bref, En littérature. littérature. Il n'y a pas de matière littérature, mais voilà, je dis français. Et donc, du coup, je me suis naturellement dirigé vers ça en mode, bah, solution un peu de facilité, ça marche mieux, let's go, on y va, ça marche bien. En plus, vraiment, j'ai kiffé le truc après avoir travaillé. Est-ce qu'il y avait aussi, c'est la voie royale, Il y avait un peu ça qui me rassurait, honnêtement, parce que je me disais, en fait, j'ai pas le luxe de me dire, ah, je fais un truc, et puis ça va, je suis bien, et tout, j'adore et tout. J'avais pas ce luxe-là, j'étais en mode, en fait, D'accord. j'ai pas le choix. La voie scientifique, on me dit que c'est celle qui me procurera le plus d'opportunités. Je vais choisir la voie scientifique. Et un peu par survie, entre guillemets, tu vois. En mode, bah, je vais pas prendre le risque de choisir une autre voie qui est incertaine pour moi. Parce que j'étais aussi j'étais assez ignorant aussi de toutes les opportunités que toutes les voies offraient. Oui. Et tu vois, en vrai, alors, je me le reproche aussi moi en disant, bah, t'aurais pu checker, voir les trucs, mais c'est assez difficile aussi de voir toutes les opportunités que tout offre les trucs. Quand je le vois maintenant à posteriori, je me dis, ouais, impossible de savoir tout ce que ça pouvait t'offrir. Et donc, du coup, d'un point de vue extérieur, je me disais, bon, les sciences, c'est ce qui te paraît être ce qui t'ouvre le plus de portes. Et pour te dire, j'étais tellement ignorant que j'ai découvert seulement en terminale qu'il y avait des classes préparatoires qui existaient, qu'on pouvait accéder à Polytechnique ou ce genre de trucs. Donc, pour moi, c'était un des trucs où, oui, bon, c'était des trucs un peu, voilà, dans un nuage, mais je savais pas trop ce que c'était. Ouais, en fait, non, tu pouvais, passer à la terminale. On m'a dit, bah non, si tu veux faire Polytechnique, tu fais ça, et tu peux. Et je suis en mode, quoi, je peux? Ok, d'accord, je m'étais même pas autorisé à accepter que je pouvais, tu vois. Ouais. Et donc, à partir de là, j'étais en mode, ok, je vais bosser à fond les maths, je vais faire la voie royale, maths, comment on appelle ça? Prépa. Du coup, terminale prépa, et après, j'irai à l'ENS ou à Polytechnique. C'était mon schéma, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Et donc, à ce jeune Antonin de 18 ans, tu lui dis, comme tu as dit tout à l'heure, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, je lui dis, t'inquiète pas, ça va aller. Ça sera pas toujours comme ce que tu avais imaginé comme plan, mais ça va aller. Ok, bah justement on va continuer. Donc là tu nous as un peu introduit sur cet âge-là, la prépa, et c'est quoi le parcours justement après, lorsque tu rentres en prépa, et qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être ce que tu es, à faire ce que tu fais à 26 ans? Donc prépa, je passe la première année de prépa, ça se passe très bien. Je bosse bien et tout. Franchement, j'ai une très bonne prof de maths parce que bon, c'est prépa en maths. J'ai fait MPSI et MP étoile. Ok. Dans un lycée qui s'appelle Condorcet, qui est à Paris. Et en fait, je fais la première année, ça se passe très bien. Prof de maths qui est excellente, vraiment très 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 fort. Madame Monnier, elle s'appelle, si jamais. Donc ça se passe très très bien. Je suis pas le meilleur parce que je suis dans une très bonne prépa. Il y a des gens très très bons. Parmi ces gens-là, il y a des gens aussi qui ont des facultés, bon voilà, qui sont très très forts. Il y en a d'autres aussi qui savent qu'ils vont faire prépa depuis hyper longtemps et donc ils sont préparés et voilà, ils sont préparés du coup voilà. Le CP quoi. Voilà, exactement. Il y en a d'autres qui comme moi qui ont découvert la prépa il y a l'année dernière, tu vois, donc ils sont en mode, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, ça a l'air sympa et tout voilà. Donc il y a un peu de tout.
Mais globalement, le niveau est très bon. C'est des gens qui sont quand même très très bons. Et du coup, j'arrive à me classer. Alors, ouais, en fait, tu raisonnes beaucoup en classement en prépa. Ouais. Et on était 40, 42, 41 dans la même classe. Et je crois que j'étais en MPSI 1. Si j'ai pas de, il y a pas de, c'était juste, bref, aléatoire. Bref, et je arrive à me classer le 18e, je crois, à la fin de l'année. En fait, j'ai oscillé entre 11e et 15, 18, etc. Et je crois qu'à la fin de l'année, le classement définitif, il me met 18e. Et je décide d'aller en classe étoilée. Je décide d'aller en classe étoilée alors même que je suis pas, enfin voilà, je suis vraiment en 18e pour aller en classe étoilée. Je suis pas, voilà, je suis pas non plus le mieux positionné. Mais je me dis allez, je vais en classe étoilée parce qu'en fait classe étoilée, je sais pas si tu es familier avec ça, mais ou si même les gens qui nous écoutent, mais classe étoilée, ça veut dire que tu prépares l'ENS et l'X, donc les techniques et normation. Du coup, dans ma tête, je voyais pas exactement ce que c'était, merci de l'avoir précisé. Ceux qui sont classés dans les premiers, ils vont en étoile, et du coup, étoile, tu prépares les meilleurs concours. J'avais cette idée-là, je me disais ça ressemble à ça. Je savais pas exactement quelles écoles c'était. Parce qu'en gros, en prépa scientifique, tu prépares les concours pour XENS, donc c'est le top. Ouais. Après, tu as en gros Centrale Mine, et après, tu as ce qu'on appelle les banques CCP, qui est toutes les grosses écoles d'ingénieurs autres que Centrale Mine et XENS. Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément familier avec. Moi j'ai eu la chance, je connais pas du tout ça, Okay. pas du tout cette filière-là, mais j'ai un très bon ami du collège, que je salue, Damien, qui a fait prépa, qui a fait les arts métiers Aix-en-Provence, qui a Sciences Po Paris aujourd'hui, et ça m'a fait familiariser avec tout ça, donc c'est vrai que je comprends assez aisément quel schéma et quelles sont les recherches en fait, des gens qui sont en prépa avec des écoles, et j'arrive à vraiment voir. Donc voilà, et du coup je vais en classe étoilée avec les meilleurs et là en fait donc la première année se passe, ça va, même si vers la fin de l'année je commençais à décrocher et donc je décide de faire 5 demi, donc tu vois ces concours XNS etc, je les ai pas, et j'essaie de faire ce qu'on appelle 5 demi. C'est la troisième année, exactement, c'est la troisième année et là chute libre. Okay. Et tu l'associes à quoi cette chute libre? En fait, j'étais pas assez prêt pour la violence à quel point le niveau était vraiment relevé. J'étais pas sérieux dans la préparation de mon travail. C'est-à-dire que je me reposais beaucoup sur le professeur, où j'aurais peut-être dû aussi, moi, de mon côté, faire mes propres recherches, mes propres trucs, etc. J'étais trop gosse aussi dans la manière de taffer. Plein de trucs. Et en vrai d'ailleurs, pour une petite anecdote, j'ai retrouvé des notes là, de concours que j'ai passé en 3,5, enfin en deuxième année du coup de prépa. Et franchement, c'était pas si dégueu que ça. Avec mon souvenir, j'étais hyper dur avec moi-même, on était une merde et tout, mais en vrai, c'était pas si dégueu que ça. Mais c'était vraiment pas ce que j'imaginais. Et ouais, je me suis démoralisé. Et en fait, je suis rentré dans une phase. En fait, le problème, pourquoi j'ai mal vécu la prépa, c'est que je sortais pas. Je me bourrinais en mode. T'étais à fond dans le travail à fond, et ça t'ennuie au final. Et même le week-end en fait. Et en fait, je n'avais zéro pause. Et je me l'interdisais, c'est-à-dire que je culpabilisais dès que je prenais allez, 1 heure de pause. Vraiment, je culpabilisais à ce moment-là. Et j'étais en mode focus, tout ton temps doit être que du taf. Ce qui fait que parfois ça générait des comportements un peu nuls. C'est-à-dire que pendant 3 heures, j'étais là sur mon tel comme ça, comme un con à perdre du temps. Et je m'en voulais, du coup, je reculpabilisais de machin. Alors, juste de m'autoriser, dire juste dimanche après-midi, tu fais rien. Chill. Ouais. Tu vois, juste de dire ça. Mais j'étais incapable de me l'autoriser. Et ce qui fait que je suis rentré petit à petit dans une phase dépressive et j'ai pas été diagnostiqué, mais je pense que j'ai fait une dépression. Parce qu'après ça a duré pas mal de temps où j'étais vraiment avec des pensées très noires, etc. Bref, du coup je rate mes concours. En vrai, quand on dit rater ses concours en prépa, t'es pas non plus quelqu'un avec un niveau de nul en maths. Tu te retrouves quand même avec un niveau très bon, donc du coup il y a des passerelles entre les prépas et la fac. Donc je vais à la fac à Orsay qui est dans le sud de Paris, dans le 91, et là je vais dans ce qu'on appelle un magistère, qui est en gros pour tous ceux quasiment, on va dire que 75% des gens qui étaient là-bas, c'était des gens qui venaient de prépa, comme moi, et qui n'avaient pas eu l'ENS et qui du coup venaient à la fac. Alors, pourquoi je dis l'ENS? Parce que l'ENS te prépare à l'agrégation, prépare à être professeur, et prépare à être, en gros, faire des comment dire? Ouais, voilà, être prof, professeur, chercheur, chercheur et professeur. Et du coup, je suis parti à la fac pour faire ça. Parce que moi, je me destinais à la base XNS. Donc du coup, déjà, premier gros échec dans ma vie, de me dire, putain, j'ai pas eu les écoles que je voulais, que je m'étais fixé en tenant du 18 ans. Tu vois.
Et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais aller à la fac. Puis, de toute façon, première désillusion, peut-être aussi en même temps. exactement, première désillusion en mode. Tu vois, tu sais, quand t'es gosse, tu te dis, ouais, j'ai des rêves, j'ai machin. Enfin, moi, j'ai grandi avec l'esprit shonen, tu vois, avec les mangas et tout, en mode, bah, tu vois ou pas, Naruto, t'as lu quoi, Naruto, bah, c'est je serai Hokage, quoi qu'il arrive, tu vois. Et là, bah, je vois que. Tout tracé. Ouais, et là, je vois que, bah, pour être Hokage, c'est dur. Et le premier passe, soit tu te dis, bah, je serai pas Hokage, entre guillemets, pour faire cette métaphore, soit je serai pas Hokage, et j'arrête, et je sais pas, je trouve autre truc, soit je serai Hokage, mais je trouverai un moyen de tourner. Et du coup, à ce moment-là, même si c'est une désillusion, je suis toujours en mode, ok, mon but c'est d'être chercheur, machin, je serai Hokage, quoi qu'il arrive. Et je serai peut-être pas Hokage de la meilleure manière de dire qu'il soit, peut-être que le monde ne dira pas, oh, c'est génial, machin, mais je m'en bats les couilles, je serai Hokage, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc j'ai ce truc-là en tête. Donc je vais à la fac, je bosse, et franchement, là, c'est beaucoup plus simple en vrai. Mais je m'en veux parce que je découvre que pendant cette année, l'année d'après, il y a des gens qui passent le concours pour faire des passerelles vers l'X, des gens qui, eux, sont passés que par la fac, donc les gens, parmi les gens qui venaient de partie de ma promo, tu sais, je disais, il y avait des gens qui venaient de la prépa, mais beaucoup venaient de la fac aussi. Et parmi ces gens de la fac, il y en a qui ont passé des passerelles vers l'X, et honnêtement, ceux qui ont eu l'X par ces passerelles-là étaient meilleurs que moi à cet instant T-là, mais c'était pas inatteignable. Là où en prépa, ça semblait beaucoup plus inatteignable. Donc en fait, il y a aussi ça c'est des bizarreries de notre système éducatif, et j'aurais beaucoup à dire contre ce système-là, même s'il est par ailleurs génial aussi, mais bref, on pourrait revenir si ça t'intéresse. Mais du coup, cette bizarrerie-là fait que, en fait, si j'avais été mieux renseigné, je serais passé par la fac et j'aurais fait un concours parallèle. Ouais, un autre chemin. Ouais, j'ai découvert ça d'ailleurs avec mon frère qui a fait une école de commerce, qui est pareil, il a fait un gros parallèle, et il a pu avoir une très grande école de commerce comme ça, parce qu'il connaissait bien, parce qu'il a fait la prépa et c'était difficile aussi pour lui. Il a fait la fac et c'était beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple entre guillemets. Je dénigre pas du coup ces filières-là, mais j'ai juste qu'il y a des passerelles qui existent. Si les gens étaient au courant de ça, bah, beaucoup plus de gens pourraient accéder à des grandes écoles de commerce qui aujourd'hui restent élitistes juste pour dire je suis élitiste. Alors qu'en fait, en soi, les gens, une fois que tu es à l'intérieur, bah, tu t'en fiches, tu travailles. Et en soi, quand tu regardes les gens qui arrivent, qui accèdent au concours, qu'ils soient des trucs parallèles ou qu'ils soient des concours normaux, une fois que tu es dans l'école, tout le monde a le niveau pour suivre les cours. Donc en fait, bref, et ça, ça m'avait un peu matrixé à cette époque-là. J'étais en mode putain, fais chier, juste que j'ai fait prépa, je peux pas passer ce concours, alors qu'en vrai, ça me paraît pas aberrant Enfin voilà, j'aurais le niveau de le faire. Ouais, c'est du regret, Non, c'est pas du regret, c'est je dirais peut-être du ressentiment que j'ai envers le système éducatif qui m'a pas assez bien informé de ce point de vue-là, mais aussi envers moi-même parce que j'ai pas bien cherché, j'ai pas bien trouvé les informations aussi de ce point de vue-là. Donc j'en peux partager, mais sans regret, parce que si j'avais fait ça, enfin sans regret finalement, parce que si j'avais fait ça, j'aurais pas fait ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais, désolé, je suis très long. Mais tout ça pour dire que finalement c'est itinéraire, je raconte. Bah exactement, on est dans le thème quand même. Et tout ça pour dire que du coup, pendant cette première année de fac que je fais, du coup qui est première année de fac pour moi, mais je rejoins l'équivalent L3. D'accord. Je reprends contact avec un pote à moi qui était un de mes meilleurs potes du collège. Et ce meilleur pote du collège est parti dans un lycée, un autre lycée que le mien. Et dans ce lycée-là, il est devenu meilleur pote avec Valron, qui est mon actuel associé. Qui est ton associé. On est 4 associés, Jules, Valron, Sixi. Et moi. Donc il me parle, il me dit ouais, Valron, il est sur un projet là, un média et tout. Je fais, ah, ça peut être intéressant. C'est comme ça que tu arrives sur le projet du coup, je me plug comme ça sur le crime. Et moi, c'est des trucs qui m'ont toujours intéressé. Comme je te disais, au lycée, j'étais à la fois intéressé par les lettres et par les sciences. Enfin, vraiment, j'étais, tu vois, dans Mario Kart, si tu regardes les équilibres, j'étais plus Mario, dans le sens où je suis équilibré un peu partout. Ouais, t'avais un intérêt pour tout. Ou machin, un truc, ouais, exactement. Pas du tout ce gars de prépa qu'on pourrait un peu illustrer, qui n'a fait que des maths et qui ne va pas parler d'autres choses. Et d'ailleurs, qui correspond à très peu de personnes, hein, en vrai, que j'ai pu rencontrer. Oui, j'imagine. Il y en a évidemment, mais beaucoup sont un peu comme moi, en fait, sont intéressés un peu partout, qui s'intéressent à tous les sujets. Donc de ce fait-là, je me suis dit, ok, ça m'intéresse bien ce projet, ça me dit bien. Et alors ça a commencé comment justement ? Et bah ça a commencé, j'ai rencontré Valran. Sixtine en fait était à l'origine du projet parce qu'elle avait envie de base d'intéresser les jeunes à la politique. Valran a dit ok, on va faire un truc. Et à partir de là, Valran on a parlé autour de lui. Du coup moi je me suis plug. Jules pareil, il s'est plug au même moment.
Putain, je suis horrible, je dis plug. C'est mis sur le projet chacun au même moment. Je crois qu'on est tous un peu victimes d'anglicisme. C'est l'évolution là. Et bref, du coup, on a commencé à bosser comme ça là-dessus. Au début, c'était des articles écrits sur une application. Ok, vous avez une application au début. On avait une application qui est Val s'était amusé à coder ça. Il était très chaud là-dessus. Et après, du coup, on avait fait une application, donc le crayon politique à l'époque, ça s'appelait comme ça. On faisait des articles, on écrivait chacun. Le principe était un peu le même qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait des jeunes qui donnaient leur avis sur tous les sujets. Et on prenait, l'idée c'était de recruter un peu des jeunes qui pouvaient, d'avoir des jeunes étudiants qui écrivaient des articles qui de base on écrivait déjà soit sur Facebook à l'époque, soit sur Insta, soit dans leurs assos respectifs, etc. Et de regrouper ces articles pour les mettre sur l'application. Oui, pour leur donner de la visibilité. Exactement. Et du coup, on a commencé à faire ça, sauf qu'on se rendait compte que peu de gens en fait lisaient aujourd'hui les articles, et encore plus des articles qui viennent de gens qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de notoriété, etc. Donc on a continué à faire ça, mais petit à petit, on s'est dit il faut qu'on se dirige vers la vidéo. Donc on a commencé à faire des interviews de personnes. Et moi, j'ai commencé aussi à me mettre à réveiller le Antonin du collège qui faisait des covers, machin. J'ai pas fait des covers pour le crayon, mais j'ai commencé à faire des vidéos face cam. D'ailleurs, tu peux retrouver cette Ouais, j'en ai vu. Ça s'appelait L'actu pressé. Ça a évolué après vers l'actu mentale. Peut-être un jour, je prendrai ce format. Et en gros, je faisais des revues d'actualité sur la semaine. Je disais voilà, il s'est passé ça, tel truc, machin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été avec Val, juste après, il y a eu le Covid. Okay. Et avec Val, on s'est confinés ensemble. Donc Valran, mon associé, on s'est confinés ensemble et on a rebossé, on a repensé un peu tout le projet du crayon à ce moment-là. Et on s'est dit, ok, il faut qu'on axe vraiment sur la vidéo. Et du coup, on a dit, ok, on va faire des débats, des interviews, des machins. Donc c'est là, pendant le Covid, que vous avez mieux compris ce que vous vouliez faire. Exactement. C'était un peu le bénéfice du Covid pour beaucoup de personnes quand même. Clairement. Et du coup, pendant le Covid, on a redéfini ça. On a notre premier débat qui a explosé aussi pendant le Covid, qui était un débat avec Louise Aubéry et Julien Rochdy, sur le féminisme, exactement, qui a lancé notre chaîne, pour le coup. Ok. Vraiment. Et donc en plus c'est fait avec des moyens amateurs, tu vois là tu filmes avec ton iPad, encore ça va, les micros sont assez pro. J'ai vraiment une question sur ça. Tu veux me la poser maintenant j'allais dire quels sont les moments épiques dont tu te souviens du début, quels souvenirs du début, et il y a, je sais pas si tu connais Yann Delplanque qui fait du podcast dans l'automoto, dans la boîte à gants ça s'appelle. Non, je connais pas. C'est un ancien de mon master. Il a dit un jour si t'as pas honte de ton premier contenu, c'est qu'il y a un peu un problème. Et derrière cette idée, c'est l'idée de quand t'as un projet, il faut sortir au plus vite. Je suis un peu partagé sur cette idée-là parce que je pense qu'il y a aussi des temps de mûrissement d'idées, des temps d'optimisation qu'il faut avoir. Donc pas forcément sortir au plus vite dès que j'ai l'idée, vas-y, je tourne une vidéo. Je pense pas que ça a son sens non plus. Mais quand même, cette veille à pas passer des années sur de la théorie de dire je ferai ça et parce qu'au final, on peut repousser de 3 ans. Moi, je filerai toujours avec mon iPad si je repousse dans 3 ans. L'important, c'est d'y aller. Donc, est-ce que tu as honte de tes premiers contenus ? Quel souvenir tu as de tes premiers contenus ? J'ai pas honte, moi j'en suis fier. En revanche, c'est sûr que si tu regardes la qualité, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce que tu vois, typiquement le débat sur le féminisme qu'on a fait le premier, c'est filmé avec des iPhones. Ouais. On me voit dans le champ. En plus, pour te dire, à l'époque, on se dit non mais c'est révolutionnaire de voir le caméraman dans le champ. C'est incroyable, on est vraiment proche de la personne et tout. Donc on se dit ok, on va assumer ce truc. On n'avait aucune connaissance. Tu sais, il y a la règle des 180 degrés je sais pas si tu connais, mais du coup nous on ne connaissait pas du tout. Donc on a un plan comme ça, un plan comme ça, un plan comme ça. Ça n'a même aucun sens. Moi je l'ai regardé hier cette vidéo et c'est assez marrant parce que vous avez vraiment 4 plans qui sont face les uns des autres. Et j'ai tellement été immergé dans le moment hier, donc je peux te dire que le plan pris depuis la cuisine, on voit la cam qui est sur le canapé. Et en fait, j'ai ri hier quand j'ai vu ça parce que la cam sur le canapé, elle est calée sur le rebord du canapé qui n'est jamais très stable déjà par lui-même. Et vous aviez mis genre 15 livres. Et face à ça, je me dis, moi, mon iPad l'a posé sur la table, il est stable quand même. C'est vraiment en plus l'iPhone trépied avec 15 livres. Non, mais c'était catastrophique. Et le truc drôle, c'est la seule caméra qu'on a utilisée. C'est une caméra. La seule caméra qu'on a utilisée, le plan est flou.
Ok. Voilà. Donc, tu regarderas, à un moment donné, il y a un plan en caméra. Je sais pas si on le remarque d'ailleurs parce que le plan est flou. Et c'est c'est un plan flou. Et voilà. Mais ce qui est très drôle là-dessus, sur ce truc-là, c'est que moi je me souviens, j'étais encore à l'époque, j'étais encore en L3. D'accord. Et moi, j'ai fait quitter les cours en mode, oh, ça y est, on a un débat, machin. J'étais rentré, moi, je venais d'Orsay, donc pour rentrer sur Paris, il fallait au moins 30-40 minutes. Bref, galère. En plus, là, on tournait, c'était pas accessible forcément dans Paris partout, donc bref. Et moi, j'arrive en après-midi comme ça, les gens arrivent, on tourne, je suis en pff. Enfin, vraiment, c'était la première grosse expérience de tournage et trop content de l'avoir fait, tu vois. Ouais. Donc de la fierté pour ces souvenirs. Ouais, peut-être pour reprendre ta formulation, je suis fier d'avoir honte de ce contenu, on va dire. Ah, c'est beau. Mais j'ai pas honte en soi. Oui, bah, je pense que ce que dit Yann, c'est pas la honte dans le sens où j'aimerais les cacher. Enfin, si bien qu'ils sont toujours là et ouais, enfin, on en est fiers, j'ai envie de dire. C'est aussi un, je sais pas, un mémorial du début d'activité quelque part. Ouais, non, mais carrément. Mais c'est un souvenir, ouais. tu vois, il y avait Philippe Claudel, je sais pas si tu vois, c'est un écrivain français De nom, mais jamais lu. qui a écrit plein de bouquins. Et ça m'avait marqué parce que j'étais au lycée à l'époque, il était venu nous parler dans notre lycée. Et il avait dit un truc en mode oui, forcément, mes premiers écrits ils étaient nuls, etc. Un peu comme ce que tu dis. Et moi, j'avais cette arrogance quand j'étais au lycée de me dire, mais moi, si je fais un truc, direct, c'est trop bien, c'est calé, machin. Et je te promets, j'ai repensé à lui quand on a quand on a publié nos premiers contenus, ils étaient en soi objectivement claqués, tu vois. Enfin, pas dans le fond, parce que je trouve le fond est intéressant, ce qui a permis aussi d'ailleurs de faire. Enfin, pour ça qu'il y a eu un succès, mais sur la forme, c'était claqué. Et j'ai repensé à ce qu'il disait ah, ok, oui, effectivement, je comprends tes débuts, ce que tu fais, forcément, c'est éclaté. Mais tu es obligé en fait de le faire et de passer par là pour progresser. Comme tu dis, si dans 3 ans, sinon tu filmes encore avec un iPad. Alors que ça se trouve là, ton podcast, il va faire des millions d'écoutes. Et bah, tu pourras après investir dans du matos et avoir des meilleurs trucs, quoi. Et puis, c'est vraiment là une pensée entrepreneuriale. Tant que tu n'as pas commencé, tu vois pas ce qui se passe. J'ai envie de donner cet exemple complètement loufoque, mais comme on disait juste avant l'enregistrement, un peu sur l'apport bleu de ne pas mettre la caméra, d'ailleurs j'espère qu'elle est lancée là, etc. Ouais, ce stress permanent de savoir si ça tourne, savoir si le truc, je connais. Écoute, on verra à la fin, hein, j'espère, mais c'est que en faisant que tu apprends. Donc vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, tu te rends compte que ta cam elle a plus de batterie parce que tu as oublié de la brancher, la fois d'après tu la branches, quoi. Il faut pas s'en vouloir, il faut pas se dire je suis une merde, je suis nul, etc. Au contraire, voilà, par contre, la connerie c'est de pas apprendre de ses erreurs. Ouais. Si pour toi tu estimes que ce que tu as fait c'est une erreur qu'il faut pas la reproduire, ne la reproduis plus jamais entre guillemets. Ou en tout cas, si tu la reproduis, c'est que c'est une faute. Là pour le coup ça devient une faute, tu vois. Ouais, ça devient reprochable quelque part. Exactement. Après c'est envers toi-même, hein, donc toi de voir, hein, mais c'est chacun est exigeant, chacun fixe sa propre exigence envers soi-même. En tout cas, moi je me dis, autorise-toi à faire des erreurs, évidemment, sinon tu débroussailles pas bien, parce que tu t'interdis, tu dis cette feuille je vais pas la couper et tout. Non, oui, tu restes dans ta zone. Et en fait, ça se trouve, tu coupes, il y aura un serpent et tu vas te mordre et tu vas dire ok, bon bah là je vais plus, tu vois. Tu sauras, ok, je vais plus, sinon ou alors j'accepte d'aller et j'accepte de me faire mordre, tu vois. Mais en tout cas, je sais que je veux pas aller parce que je veux pas me faire mordre. Donc, pour prendre la métaphore de. Tu vois, sur mon premier enregistrement, moi, il est tel qu'il est. Dans le contenu, c'est un peu la même chose. Je suis très content du contenu. Et j'ai un pote, après, il m'a dit et qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Donc, j'ai introduit ma réponse comme ça sur le contenu. Je lui dis, compte tenu de mon expérience, etc., je suis très fier du contenu. Et je lui dis, mais après. Je lui dis, c'est sûr, mec, j'ai regardé il y a 3 jours l'interview de Zendaya et Timothée Chalamet par Hugo Décrypte. Tu vois les plans contraires à la fin où ils prennent des photos, tu vois le staff, les prises vidéo, les prises son, enfin tout ce qu'il y a derrière. Je lui dis, ça j'aurais pu faire mieux. Aujourd'hui, je suis avec mes micros, mon iPad, mais c'est super intéressant, je trouve, de se comparer justement comme ça et d'avoir une projection des débuts d'activité, par exemple là, du Hugo Décrypte ou même vous au crayon, et de voir l'évolution et de se dire il peut se passer ça en X années, en 2, 3, 4 ans, et c'est peut-être là où je serai après, quoi. Ouais, avec l'espoir, on va dire. Je te le souhaite. Au crayon, donc votre motto aujourd'hui, si je me trompe pas, c'est ici on ose réunir. Ouais, exactement. Si je me trompe pas, tu me corriges, hein, bien sûr, c'est vraiment vous avez souhaité créer un espace de débat. Alors on n'a pas de moto Yamaha ou autre. Parce qu'on parlait des anglicistes tout à l'heure, la devise. Oui, c'est vrai que moto, c'est ouf. Ouais. Ah, c'est dingue. Ça, j'ai honte. Pas du tout, non, mais c'est juste parce que j'aime bien. Enfin bref,
Blague de merde. Bah, je te reprendrai la prochaine fois aussi sur ton. Oui, non. Donc, Désolé, en plus c'était lancé et tout, je suis désolé. il n'y a pas de mal. Votre devise ici, on ose réunir, c'est vraiment vous avez souhaité un espace de débat. Quelle est l'intention derrière cette création de discussion, d'échange et pourquoi cet angle d'approche? Nous, on est parti d'un constat. On a grandi avec les réseaux sociaux. On a regardé des heures de vidéos sur YouTube, une tonne de contenu sur Instagram. TikTok n'existait pas encore quand on avait lancé le crayon. Et oui, on est vieux. C'est l'ère, tu sais, c'est pas avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est avant TikTok et après TikTok. Tu dis on est vieux, moi ça me fait flipper. Des fois, j'ai une petite sœur qui est en terminale aussi. Et ça me fait flipper quand je me remarque qu'il y a une différence. C'est pas qu'on se comprend pas, parce que bien sûr on se comprend, mais elle me parle d'un truc et je dis mais moi non, en terminale il n'y avait pas ça, enfin c'était pas comme ça quoi. Et des fois je me prends la claque de dire mais attends, j'ai que 24 ans, merde, je suis pas si vieux que ça, non. Non, c'est clair. Alors du coup, oui, donc en fait on est parti du constat que d'ailleurs on n'est pas les seuls, que les réseaux sociaux avaient tendance à enfermer dans des bulles algorithmiques. Pour le prendre très simple, toi tu adores les vidéos de chiens, tu vas liker des vidéos de chiens, on va te suggérer que des vidéos de chiens. D'ailleurs, pas que liker, maintenant on se rend compte que regarder du contenu suffisamment longtemps permet à la plateforme de te suggérer le même contenu. Donc même si tu crois berner la plateforme en likant pas, en fait elle a très bien compris ce que tu veux. Bref, donc ça t'aimes les chiens, donc du coup la plateforme va te montrer des contenus de chiens. Moi j'adore les chats, je vais liker, je vais regarder des contenus de chats, il va me proposer que des contenus de chats. Ce qui fait que toi dans ton monde les chats n'existent pas, dans le monde les chiens n'existent pas. Toi tu vas voir mon feed un jour, tu vas faire putain, merde, quoi, il y a des chats, ça existe, c'est quoi, je connais pas. Ok, là c'est mignon parce que je vais regarder des chiens et des chats. Mais c'est moins mignon quand on parle d'idées politiques. Parce que du coup, toi, je sais pas, imaginons tu as des idées d'un certain bord, moi j'ai des idées d'un certain bord, on s'est jamais vu, on se croise, on parle. Pour toi, il y a tous ces dangers-là il y a des dangers hyper graves. Et moi, pour moi, j'ai pas du tout les mêmes dangers, ou en tout cas, je vois les mêmes choses, mais j'ai pas les mêmes conclusions. Parce que les réseaux sociaux me montrent autre chose. Et à partir de là, ça crée non seulement du coup, des bulles algorithmiques, mais du coup des bulles qui vont s'appliquer concrètement dans la société. Ce qui fait que nous deux, on ne se comprendra pas. Parce que toi, tu seras persuadé que la solution c'est de faire ça, ça, ça. Moi, la solution c'est autre chose. Et tu seras persuadé que le problème il vient de là. Et moi, je suis persuadé que le problème vient de là. Et du coup, on ne sera pas du tout raccord sur comment mener à bien et comment se réunir en fait pour mener des actions concrètes à l'échelle du pays. Donc nous, on s'est dit, ok, notre mission, voyant ça, on va essayer de réunir. De réunir, c'est-à-dire prendre ces bulles algorithmiques-là, de se forcer à aller chercher, parce que nous aussi on a nos propres biais, nos propres bulles, etc. Donc aller chercher dans ces bulles algorithmiques, ces bulles de pensée, qui sont un peu les leaders de ces bulles-là, sont les représentants de ces bulles-là, et les faire se rencontrer. Ce faisant, les bulles-là ont connaissance qu'elles existent entre elles. Elles ne coexistent plus dans un amas un peu lointain, etc. Non, l'espace d'un instant, elles se rencontrent. Et elles se rendent compte que il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pas forcément évident, ça fait parfois mal, parfois c'est agréable, peu importe, mais juste au moins elles se rencontrent. Et du coup, ce faisant, se rencontrant, elles peuvent déjà s'apaiser le débat, ça permet d'apaiser le débat public. Quoi qu'on dise, beaucoup de gens nous reprochent de faire du clash, etc. C'est faux, en fait, nous ce qu'on provoque c'est la rencontre. Alors, il peut y avoir du clash, mais on est persuadé au fond que ça apaise la société, que ça apaise les individus qui sont constituants de ces bulles-là. Parce que derrière le clash, ce qu'il y a à voir, à mon sens du moins, c'est l'échange. Exactement. Parce que le clash, c'est la forme, mais la base, c'est le fait que deux personnes parlent, donc c'est l'échange, et c'est ça qui prime dans la rencontre. Exactement. Et je te donne un exemple d'un débat qu'on a fait, qui est une rencontre entre une ancienne actrice X, qui est actuellement réalisatrice de films X, et un prêtre, qui est officiant prêtre actuellement. Et ces deux personnes-là viennent d'univers totalement différents. Et on les a fait se rencontrer. Honnêtement, elles ne se seraient jamais rencontrées si on ne l'avait pas fait. Bien sûr que non. Ou peut-être par un grand hasard, je ne sais pas quoi. Donc on les a fait se rencontrer. Et en fait, donc du coup, forcément quand tu rencontres deux bulles, choc. Wow, attends, quoi, toi tu penses ça, attends, mais quoi, la masturbation pour toi c'est péché, c'est n'importe quoi. Je comprends pas, tu vois. Vraiment, il y a ce genre de discussion. Voilà. Et à un moment donné, ça commence à s'apaiser. Enfin, c'est un peu tendu, mais c'est pas non plus dans le clash absolu. Et il commence à avoir une discussion sur l'amour, c'est quoi leur rapport à l'amour, etc. Okay. Et à la fin, il y a un consensus sur on veut que les mineurs n'aient pas accès aux sites pornographiques.
un prêtre, une réalisatrice de film X disent ensemble, on ne veut pas que les enfants aient accès, en tout cas que ce soit très restreint, l'accès aux mineurs, l'accès pour les mineurs des films pornographiques. Et là, tu es en mode, ok, deux personnes qui n'étaient pas censées se rencontrer tombent d'accord sur un sujet. Ouais. Et c'est là où tu as le moment de je sais pourquoi je me lève ce matin, c'est ce genre de choses que je veux créer. Et c'est exactement ça. C'est pour ça. C'est pour se dire, en fait, toi, t'étais dans ta bulle, et en fait, vous vous rendez compte qu'en vous rencontrant, vous pouvez travailler ensemble. Et là je suis persuadé, dans ce cadre-là, d'apaiser la société, parce que les acteurs porno ou les réalisateurs porno n'ont aucune raison de détester ceux qui croient être leurs antagonistes les plus profonds, puisqu'en fait ils travaillent ensemble. Alors peut-être sur un sujet ils ne seront pas d'accord, sur la masturbation, sur d'autres trucs, sur même le contenu en soi du film, le prêtre aura toujours du mal, je pense, à concevoir. Mais en revanche, ils arrivent à tomber d'accord sur un sujet en particulier. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Bah, je trouve que ça illustre vraiment le fait que, je sais pas si le mot consensus c'est le bon, mais on trouve toujours un consensus, on trouve toujours un terrain où on est d'accord, même quand on a les idées les plus éloignées du monde. Et parce qu'on a forcément des points communs, même avec la personne, j'ai envie de dire qui nous semble, parce qu'elle n'est jamais tant éloignée que ça. Je vais avoir plutôt tendance à prendre le truc de l'autre côté, justement, en disant, en fait, on a plein de points communs. Exactement. Ouais. On peut se limiter à juste la nation. En France, on habite tous en France, on a tous le pied sur le territoire français le matin. C'est déjà un point commun qui est énorme. Exactement. C'est vraiment se concentrer sur ce qu'on a en commun plutôt que sur ce qui nous divise. Parce qu'en fait, on a plus besoin de réunions que de divisions aujourd'hui, et on a envie d'être des acteurs en tout cas de cette réunion-là. Dans ton TEDx, justement, où tu parles des bulles idéologiques, tu poses cette question qui illustre beaucoup, je trouve, sur l'espace familier. Si je vous propose d'aller manger en famille ou entre amis avec des proches, vous le préféreriez forcément à aller manger avec des inconnus. Et ça m'a fait penser, il y a un monsieur qui s'appelle Martin Tissier sur Paris qui organise des rencontres entre inconnus. Il a fait ça quelques fois. C'est pas TimeLeft, il y a une application comme ça qui est sortie qui s'appelle TimeLeft aussi. J'ai pas le nom de l'application, je sais pas si c'est ça, mais certainement que c'est le même principe. Là, je vous revois une photo, c'est des tables de camping posées sur Montmartre, sur la ville de Montmartre, avec vraiment des personnes qui se connaissent pas. Il y avait l'interdiction de parler de la vie professionnelle pendant au moins 1 heure. Et donc, de fait, un chemin qui est très rapide sur des sujets très profonds. C'est un peu, je mets de côté tout ce qui peut nous ennuyer parfois dans les discussions, les rencontres, et on y va tout de suite. Et tout à l'heure, je te parlais de l'autostop, sur cette même thématique de, moi, ça me fait rencontrer des gens très différents et des gens que j'aurais jamais rencontrés, avec des expériences de vie, parfois des métiers dont je n'avais même pas connaissance. Je me souviens d'une fois, j'avais été pris par des artisans de l'étain, les bars en étain. Aujourd'hui, il reste quelques artisans parce qu'on ne travaille plus avec ces métaux-là. Et ils m'avaient conté leur métier, ils m'avaient raconté comment ça évoluait, c'était des boîtes familiales. Je m'étais dit ce jour-là, il en reste 5, en exagérant, parce que je pense que c'est moins des artisans de l'étain. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans la caisse de 2 d'entre eux. Et je me dis, comment est-ce que ça aurait pu se produire si je n'étais pas là sur la route au milieu de la Creuse bien sûr. Et dans l'autostop, je retrouve beaucoup anglicisme, ce jump. Vas-y, t'as le droit d'avoir des anglicismes. Je suis pas condamné à mes anglicismes. Tu montes dans la voiture et en fait, tu te retrouves avec une personne que tu connais pas. Vous avez un temps de trajet qui est plus ou moins déterminé. Tu sais que ça va pas durer pour la vie. Quoique peut-être un jour, je rencontrerai peut-être quelqu'un en autostop. Et en fait, très rapidement, tu vas sur des sujets super profonds. Très rapidement, la personne se confie. Et il y a vraiment ce truc de c'est parce que ça va pas durer que la personne se confie. Et c'est vraiment des rencontres qui ont toujours un sacré parfum. Sacré parfum. Sur le crayon, plus d'un côté entrepreneurial, j'aimerais beaucoup t'entendre sur les enjeux de l'association. Vous êtes 4. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on parle beaucoup des dynamiques de l'association, des contraintes que ça a, des aspects positifs. Qu'est-ce que c'est d'être associé à 4 personnes J'allais dire d'autant plus, mais c'est pareil pour toute entreprise. D'autant plus quand on a une ligne éditoriale, quand on a des enjeux et une vision qu'il faut ainsi partager. Il y a 2 aspects, je dirais, à ça. Le premier, c'est psychologique. Quand tu es plusieurs, tu as toujours un soutien émotionnel quand ça va pas ou quand ça va bien. Il y a toujours quelqu'un pour être là
à te dire c'est bien, ou te dire là c'est pas ouf, ou voilà, à se j'allais faire un anglicisme. Vas-y, t'as le droit. On se supporte, tu vois, pas supporte en mode en français, mais en anglais, tu vois, en mode plus on se soutient. C'est le Gardner français, on peut dire, mais ça me vient vraiment l'anglais. Bref, on se soutient, vraiment il y a ce côté de soutien. À 4, que tu as moins quand tu es seul ou quand tu es deux, parce que quand tu es deux, s'il y en a un qui est sur une position et l'autre qui est pas sur une position, bah il n'y a pas de partie neutre pour calmer le jeu. Et inversement, quand tu es 3, ça fait parfois 2 contre 1, etc. Je trouve que 4, c'est quelque chose qui est relativement équilibré, qui permet d'avoir des positions et en même temps d'avoir du soutien aussi de ce point de vue-là. Donc d'un point de vue émotionnel, c'est hyper important, c'est un vrai soutien. Deuxièmement, c'est d'un point de vue, on va dire plus performance, entrepreneuriat, etc. MrBeast, qui est un gros youtubeur américain, je ne sais pas si tu connais, mais bref, MrBeast, il disait à un moment donné, quand j'ai commencé YouTube, je me suis enfermé avec mes potes youtubeurs, on était tous des jeunes youtubeurs. On avait drop out from school, ils avaient tous quitté l'école, tu vois, enfin quitté leurs études, etc. Et ils étaient en mode, ok, on se focus sur YouTube. Et ils disaient, toutes les journées, on était en mode, on se parlait. On était en mode, ok, c'est quoi là, on va regarder 1000 miniatures, on va voir si ça a un impact sur les vues, tac, et regarder, machin. Bref, ils ont analysé tous les trucs parce qu'ils étaient, je sais pas combien, j'ai plus le chiffre en tête, 4, 5. Et ils disaient, MrBeast, en fait, ce qu'on a gagné, c'est du temps. Parce qu'on a progressé beaucoup plus vite ensemble, parce que les erreurs que faisait l'un, ça évitait que moi je les fasse. Les erreurs que moi je faisais, ça évitait que l'autre les fasse. Ouais, c'est une sorte une sorte d'intelligence collective qui permettait à tous d'avancer beaucoup plus vite et d'avancer mieux aussi, mieux comprendre l'écosystème. Moi, je vois aujourd'hui avec nous 4, on a tous les 4 des centres d'intérêt différents. On est tous les 4 dans des sphères différentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à. Enfin, on arrive à, comment dire, grandir de ces trucs-là, un peu comme ce que je disais avec les bulles, etc., de réunir, mais on arrive à grandir de connaître un peu les différents univers qui nous entourent dans ce monde-là, quoi. Ouais, au final, on pourrait presque, je trouve, retrouver l'effet des bulles, enfin 4 bulles, ou 4, et qui se confrontent, et l'objectif, enfin, ça tombe sous le sens de trouver un terrain d'entente et de converger pour faire grandir, quoi. Exactement. C'est vraiment le même mécanisme à votre niveau. Tu parles de... Je sais plus où j'ai vu ça, mais tu parles de la prise de risque dans l'entrepreneuriat. Certainement sur LinkedIn. Tu parles de la prise de risque. Pour toi, si tu veux revenir sur 2-3 vraiment prises de risque sur l'aventure du crayon, tu me parlerais de quoi? Alors, la première qui me vient en tête, c'est... remarque, peut-être. Si, allez, disons ça. Première, c'est d'avoir fait des vidéos face cam tout seul dans ma chambre. Ok. Enfin, dans ma chambre d'étudiant à l'époque. Ça me rappelle quand j'étais au collège et des trucs un peu en mode les gens se foutaient de ma gueule et tout. J'étais en mode ok, je maintiens, je vais le faire. Allez vous faire enculer entre guillemets. Je sais pas si tu me biperas ou pas, c'est t'en fous, mais en gros je maintiens, je vais faire des vidéos sur YouTube que ça vous plaise ou non, tu vois. Donc c'est première prise de risque, je décide d'aller contre ce que je m'étais dit d'arrêter entre guillemets à cause du regard des autres. Deuxième prise de risque, d'arrêter mes études. Je fais une année de césure en fait en M1. Du coup L3 je rencontre Valorant, Julia Sixtine. Je fais mon M1, pendant la M1 je passe des heures à faire le crayon, je fais des montages jusqu'à je sais pas quelle heure, machin. Bref, j'essaie de concilier les deux. Fin du M1 il y a le Covid, j'arrive à passer mes examens. Et après je décide de faire une année de césure. Et en fait pendant l'année de césure je fais que le crayon. Et en fait en maths ils me laissent totalement liberté, j'ai rien à rendre, rien à justifier et tout, donc ils s'en foutent. Parce que personne fait des années de césure de ce point de vue-là, quasiment personne. Et après, j'ai décidé d'arrêter mes études. Ça, c'est la deuxième prise de risque. Et dernière prise de risque, qu'est-ce que je pourrais dire ? Peut-être que la dernière prise de risque, c'est d'avoir monté l'entreprise. D'une manière très globale. Ouais, tout ce qu'on fait en fait en soi, c'est une prise de risque. Ouais, Au début, ça peut paraître, oui, voilà, là t'es dans nos locaux, ça paraît bien, solide, etc. Je vois le chemin qu'il y a quand même. Hein je vois, enfin j'imagine le chemin qu'il y a. Voilà, non, mais surtout que c'est des prises de risque constantes parce que continue. t'existes pas, donc il faut que t'existes et du coup tu tentes,
manche là, mais en fait, tu sais Ouais. pas, encore une fois, tu sais pas s'il y a un serpent derrière ou s'il y a une clairière trop belle, et du coup, tu prends les risques. Donc après, parfois, tu te plantes, bon, tu dis, ok, bon, je vais aller là, etc. Puis c'est l'idée aussi de maintenir le cap tous les jours, quoi. Exactement. Si on n'est pas là et qu'on ne maintient pas le cap, le bateau va perdre de la vitesse. Et sans même parler de vitesse, où on pourrait mettre l'idée de croissance derrière, vraiment on va vite, il s'arrête, quoi. Il avance plus. Du Ouais, tout. et puis parfois, tu es dans la tempête, il faut tenir le bateau dans la tempête Ouais, et aussi. être sûr que le mât va pas s'effondrer. Donc, tu fais en sorte que tout se passe bien. Et voilà, donc voilà, je dirais plus un truc continu. Et face à tout ce qui a été créé, donc depuis 3-4 ans maintenant, enfin même un peu plus, c'est quoi l'émotion? Si je te demande là maintenant, si tu fais un petit flashback, allez on y va, anglicisme, sur ces 3-4 dernières années avec le crayon, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi les pépites de France aujourd'hui, Ouais, c'est exactement. aussi les 2 agences, vous lancez la toile, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, c'est quoi l'émotion? Est-ce que c'est une émotion ou pas? La fierté? Ouais, c'est une émotion. Ouais. Ouais, bah, de la fierté. Bah, je me sens fier, c'est ça, ouais. De quoi? Oui, je me sens C'est- fier, oui, oui. Bah, oui, exactement, de la fierté. Je sais pas comment tout ça va évoluer dans les années. Nous, on est là pour des années, en tout cas, on espère 5-10 ans plus. En tout cas, on se projette comme ça à moyen terme sur cette période-là. On verra ce à quoi ça ressemblera, mais en tout cas, jusque-là. Et en vrai, ça, je me dis depuis le début qu'on a commencé. Dès que je regarde un peu en mode je le fais pas trop souvent parce que c'est souvent dans le jus, mais je regarde un peu derrière, je suis en mode putain, si, Ouais. je suis fier. En vrai, franchement, tout ce qu'on a fait jusque-là, je suis très fier de l'avoir fait et on l'a sorti de terre, quoi. Donc c'est comme si tu bâtis ta maison, quoi. À Ouais. la fin, tu regardes ta maison, t'es en mode si tu mets les mains derrière le dos comme ça, tu regardes, tu fais. Et Belle maison, tu vois. enfin, moi, ça me semble. Et même si d'ailleurs c'est pas la plus. Même si pour d'autres c'est pas la meilleure maison, c'est pas Oui. le truc, toi t'es en mode putain, trop belle maison. C'est un peu ça. Il me semble super important de prendre du recul, même pendant la création, si on garde la maison. C'est bon, quand tu as fait les murs et que tu as tous les murs et que c'est fini avec la maçonnerie, les moellons, etc., tu regardes, tu dis bon, bah, ça c'est fait. On a Exactement. avancé, quoi. Et ça me semble super important dans le processus de création d'activité ou de projet, de faire step by step, de dire. Bah, là c'est fait, maintenant on engage sur la prochaine, mais je prends le moment de reconnaître que j'ai Ouais. avancé. Ouais, tout à fait. Bah, on essaie de le faire, en tout cas, assez régulièrement. Toi, tu marques sur ta bio Insta, le futur se construit sur les réseaux. Ouais. C'est quelque chose. Ouais, faudra peut-être que je la change d'ailleurs, peut-être que je la changerai. Ok. Mais c'est un truc Ouais, que je pense. Tu vois le futur de l'information sur les réseaux? Oui. Oui, clairement. Sous quelle forme, je sais pas exactement, mais c'est sûr que ça sera sur les réseaux sociaux. Euh, Oui, voilà. Après, est-ce que c'est des vidéos, des podcasts, euh, des articles aussi, mais en tout cas, de manière générale, aujourd'hui, ça se. Et puis, il n'y a pas que l'information. Je pense que tout aujourd'hui, aussi, remarque que c'est de l'information, mais toutes les informations, j'allais dire, que j'ai quasiment, me proviennent des réseaux sociaux. Mhm. Alors moi, dans les médias, donc j'essaie de m'informer d'autres manières, etc. Mais si j'étais pas dans les médias, et je le vois autour de moi, hein, quasiment toute l'information provient des réseaux sociaux. Donc je pense que, ce faisant, agissons pour que ça soit de la meilleure manière possible, plutôt que de suivre, tu vois, quand je te vanne hein, quand je fais avec les anglicismes, mais en fait, moi, je suis pas de ceux qui disent il faut absolument se battre pour défendre le truc. Oui, dans une certaine mesure. Il y a des lois qui permettent, quand tu as un truc écrit en anglais, de mettre la traduction en français, etc. Mais en revanche, in fine, on ne pourra pas se battre contre le flow de Ouais, ce qui nous est proposé. Et aujourd'hui, de dire, à moins qu'on arrive avec une solution qui soit mieux que les réseaux sociaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça sert à rien d'aller contre et se dire non, non, il faut que les gens lisent des journaux. Vas-y, publie Oui. des journaux et on va voir si les gens Bah, lisent, tu vois. Enfin, il y a des évolutions qui sont juste ultra naturelles. Enfin, je sais pas si naturel c'est vraiment le bon terme, mais c'est la vague. Et
Enfin, ça me fait penser à l'océan, quand t'es trop pris dans les vagues, vaut mieux te laisser prendre Voilà, c'est exactement et tu passeras un meilleur moment qu'essayer de ramer en balançant ton journal et en disant bah si, enfin on va rester comme ça quoi. exactement. Il y a une idée d'aller à l'encontre du mouvement. Ouais, plutôt que d'essayer de surfer sur la vague, entre guillemets, sans être. Enfin, attention aux requins, parce qu'en général, quand on surfe, il y a des requins. Mais oui, non, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai plus cette idée de rivière, avec un courant très fort, etc. C'est vrai que plutôt que de se dire, je vais absolument à contre-courant, laisse-toi porter par le courant, et au contraire, dans ce courant-là, vois comment toi, tu peux servir tes propres intérêts. Mhm. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, on fait face à pas mal de difficultés et d'enjeux dans l'information. Notamment beaucoup de questions sur les temps d'attention, la demande de contenu sensationnel, des choses qui sont très catchy pour y aller sur les anglicismes. Ouais, bien sûr. Toi, tu le vois comme justement un des paramètres, une des variables à prendre en compte dans tout le jeu, dans toute l'évolution. Tu le perçois comment dans le but d'informer? Je pense que le plus on se saisira des réseaux sociaux, le moins il y aura, d'informations, on va dire de problématiques liées à ces sujets-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens sérieux, en tout cas qui font du travail sérieux et du travail d'une façon professionnelle, ont fui les réseaux sociaux pendant peut-être trop longtemps. Mhm. Je pense que le fait qu'ils y aillent, qu'ils y reviennent ou qu'ils les découvrent, pour certains, c'est une bonne chose et ça permettra aux réseaux sociaux de bâtir une base solide pour l'avenir. Il faut juste pas que les gens sérieux s'en détournent et se disent non, c'est pas sérieux les réseaux sociaux et il n'y a que des informations erronées. Au contraire, c'est à eux de venir et d'aller amener des informations justes et vérifiées. Voilà, et moi je vois aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes par exemple, dans la sphère journalistique en tout cas, et beaucoup sur Twitter. Parce qu'aujourd'hui, Twitter est beaucoup délaissé et il y a globalement des journalistes et des politiques sur Twitter. Mais du coup, les gens, de manière générale, ne sont pas sur Twitter. Les gens, ils sont sur TikTok et ils sont sur Instagram. Mhm. Ils sont peut-être sur, en tout cas les jeunes, ils sont peut-être aussi sur Facebook, mais c'est une autre partie de la population qui est plus âgée. Et voilà comment aujourd'hui se répartit d'un point de vue réseaux sociaux. Donc, si aujourd'hui, il y a beaucoup de rédactions d'ailleurs de journalistes qui se déportent de plus en plus sur TikTok, et c'est bien. Moi, je vois des vidéos, par exemple Le Parisien, qui font des vidéos qui sont incroyables. Ouais. C'est une bonne chose. Il faut que les journalistes et les rédactions se déportent sur TikTok, plutôt que de rester par exemple sur Twitter. Je vous donne un exemple. Donc parfois il y a un peu ce biais aussi de se dire je vais rester sur un truc qui peut paraître plus sérieux comme Twitter, même si bon, depuis X, etc., c'est de moins en moins crédible. Mais voilà. Donc il y a cette prise en main qui doit être faite par les gens sérieux des réseaux sociaux. Oui, c'est vraiment une appropriation des réseaux sociaux comme outil de diffusion au final. Ouais, Avant, exactement. on imprimait sur presse, en imprimerie, etc. Maintenant, c'est juste prendre en main, comme tu as dit, le nouvel outil. Ouais, et après, ça ne doit pas empêcher non plus à des gens, des citoyens, de pouvoir poster ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont envie de communiquer, etc. Et c'est d'ailleurs par là que souvent il y a des grands mouvements aussi qui se sont déclenchés. En revanche, il faut toujours veiller, mais bon, c'est toujours délicat, il faut toujours veiller à ce que ce ne soit pas non plus des choses qui peuvent mener soit à des propos ou à des actes dangereux, soit à des informations qui pourraient être malhonnêtes et soit qui serviraient les intérêts d'autres personnes, soit qui seraient nuisibles même pour la société d'un point de vue. Voilà, croire certaines choses, ça peut mener à des actes et à des pensées qui peuvent être dangereuses. Enfin, des actes surtout qui peuvent être dangereux. Tu vois le crayon où dans 5-10 ans? Tu te vois où toi dans 5-10 ans? Moi, je vois le crayon comme un acteur incontournable dans les médias. En gros, un média qui se positionne, un média généraliste qui se positionne comme un média de référence sur les réseaux sociaux, mais de manière générale. Évidemment, là, je parle du crayon média, mais le groupe, le crayon qui comprend aujourd'hui les Pépites de France, le surligneur, le pinceau, un groupe qui est pareil, qui est installé, qui aide beaucoup de personnes et d'entreprises. Donc voilà, après moi, à titre perso, toujours investi dans cette mission-là, de réunir sur le crayon, mais aussi sur les différents aspects qu'on peut avoir sur le groupe. Parce qu'il faut savoir que dans toutes les activités du groupe, cette notion-là, cette matrice de réunir
elle irrigue toutes les branches du groupe. Mais voilà, moi je me vois toujours là-dedans, Ok. à agir en tout cas avec cette mission-là. Tout à l'heure, tu as pu dire au Antonin qui a 18 ans qui passe le bac, t'inquiète pas, ça va aller, tout va bien se passer. Si là, tu as l'occasion de dialoguer avec Antonin qui a, je sais pas, disons 40 ans, 45 ans, tu as envie de lui dire quoi? Si là, il arrivait là, il me disait, c'est difficile à dire, parce que j'aurais plus des questions, parce que j'aurais envie de savoir ce qu'il a fait. Ça peut être des questions. Ouais, moi, j'aurais plus de questions. Je dirais, est-ce que t'es resté fidèle à ce qui t'avait mené, enfin, à ce qui nous avait mené, c'est très bizarre de se parler seul, à ce qui nous avait mené à ce qu'on a fait sur le crayon. En gros, est-ce que t'es resté fidèle? Je pense que je pose cette question-là. Ouais, l'envie de s'assurer de la continuité, de voir comment tu as suivi ta Mais constance. fidèle, mais pas forcément, ça pourrait s'exprimer sous différentes manières. Mais est-ce que fidèle à soi, parce que tu vois, ce qui m'a mené à faire le crayon, à décider de m'intéresser dessus, c'est que je me suis écouté, j'ai dit ok, c'est quoi, qu'est-ce qui t'anime au plus profond de toi, c'est ça, bah vas-y, c'est pas grave. Comme je m'écoutais au début quand je faisais des vidéos sur YouTube, puis après je me suis raisonné parce que je me suis dit, bah non, on fait des études parce que voilà. Et là, à ce moment-là, je me suis pas écouté. Du coup, j'ai fait des prépas, machin, truc. Voilà, c'est un parcours que je nie pas et que je suis très content d'avoir fait. Et je reviendrai sans doute vers les sciences plus tard. Mais je me suis dit, mais je me suis moins écouté. Quand j'ai fait le crayon, je me suis écouté. Et la question que je poserai à mon moi du futur, c'est est-ce que tu as continué de t'écouter? Ok, est-ce que tu as continué de t'écouter? Voilà. Une belle question à poser. Bah écoute, on en vient à la fin. J'ai une toute dernière question. Qu'est-ce que tu retiens de positif de notre échange, de l'heure qu'on vient de passer ensemble? C'est passé vite. Ça c'est sûr. C'est passé vite, qu'on dit beaucoup d'anglicisme et que le français a de quoi s'inquiéter par rapport à l'arrivée de l'anglais. Qu'est-ce que je retiendrai? Que les itinéraires sont pas toujours tracés comme on les imagine, pour reprendre le terme du podcast. Et que j'aimerais bien parler au moi du futur. On n'a pas encore inventé une machine à aller remonter ou aller dans le futur. Peut-être la méditation d'ici là. Bon écoute, je te remercie. Merci encore pour m'avoir accueilli ici à Paris, dans vos locaux, et pour l'échange qu'on vient d'avoir. Merci à toi d'être venu. À plus tard. Salut. Voilà pour notre échange avec Antonin. Moi, ce que je vais retenir de cet échange, si j'avais une seule chose à dire, parce qu'il y aura plus d'une chose, mais si j'avais une seule chose à dire, c'est la métaphore du mot itinéraire à travers l'illustration de la forêt. J'ai adoré cette idée de chemin sur lequel on avance, sur lequel on va vite, parfois trop vite, et sur lequel on loupe des chemins de traverse qui sont peut-être meilleurs, qui sont à découvrir. Donc j'ai adoré cette illustration de ralentir et de donner des coups de machette pour découvrir d'autres chemins de traverse. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, ce que je t'invite à faire, c'est de venir en commentaire, soit sur les plateformes de diffusion, soit sur les réseaux sociaux, pour partager ce que toi, l'épisode, t'a évoqué. La chose, les deux choses, les trois choses que tu vas principalement retenir, et pour échanger sur ces choses-là avec les autres auditeurs et auditrices. De la même manière, je le disais tout à l'heure en introduction, ce que je t'invite à faire, ce que je te mets au défi de faire, c'est de partager l'épisode avec au moins 5 personnes qui ne connaissent pas encore Itinéraire Podcast. Le but, c'est de diffuser le podcast, donc je te remercie de ouf pour ça. Et puis le but, c'est d'amener le propos qui peut être inspirant, peut être un propos de réflexion dans l'oreille de tout un chacun. On se retrouve vendredi avec le premier format de Discus Amis, qui est le format avec mes amis. Pour l'épisode de vendredi, on a échangé avec Clara, qui est un peu ma sœur dans l'amitié, comme j'ai l'habitude de le dire. Avec Clara, on est revenu sur son parcours de vie, bien sûr, notamment à travers ses voyages, notamment à travers son dernier voyage, qui est un long voyage en Inde, ce qui nous a amené à discuter de son rapport au mouvement, au corps, disons, à travers le yoga et son rapport aussi à la spiritualité. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le deuxième épisode de Discus Iti, où on a discuté avec Nina Potier, qui est une avocate qui travaille dans le milieu du droit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis bonne écoute pour le prochain épisode.